C'est énorme, c'est 650 km de tuyaux, toute cette vascularisation. Et la surface d'échange, elle est considérable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères du cerveau, ses pathologies et comment la science découvre de nouvelles possibilités de traitement à son sujet. Pendant cette discussion, nous allons nous plonger dans les méandres de cet organe avec nos deux invités, l'un radiopharmacien et l'autre expert en neurotechnologie. Je vous présente donc Nicolas Tournier. Donc toi, tu es radiopharmacien et directeur de recherche au CEA et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Bonjour. Bonjour Marie. De l'autre côté, nous avons Benoît Lara. Tu es cofondateur de la start-up TerraSonic spin-off du CEA et tu as travaillé depuis plus de 15 ans comme physicien au CEA. Bonjour. Bonjour. Benoît, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la structure générale du cerveau et son fonctionnement? Alors, le cerveau, c'est un organe qui est évidemment vital, comme tout le monde le sait. On a en fait des structures qui sont composées de 3 principaux composantes: de la matière grise, de la matière blanche et du liquide dit liquide céphalorachidien. Le cerveau, il est structuré avec des zones qui ont des rôles relativement bien identifiés, qui peuvent être donc sensoriels, moteurs, ou pour l'analyse de différents stimuli et la cognition. Voilà. Donc après, au sein de ces 3 grands composants du cerveau, on va retrouver en fait des cellules qui les constituent. C'est beaucoup des neurones, mais pas que. Oui, ce que je dirais, c'est qu'on a souvent une vision un petit peu connectique du cerveau, un peu comme des branchements électriques et des connexions entre ces différentes régions. Et il faut descendre à l'échelle moléculaire, et c'est de la biologie derrière tout ça. Des neurones, il y a 100 milliards de neurones en tout dans le cerveau, qui sont connectés, ces cellules, entre elles, par une jonction, un lien qui s'appelle la synapse. Et au sein de cette synapse, il y a des échanges chimiques. C'est-à-dire que ces cellules, c'est pas des influx électriques comme des fils électriques, c'est vraiment des communications chimiques au sein de la synapse qui permettent de réguler très finement et d'avoir différentes tonalités qui permettent une régulation extrêmement fine de la fonction cérébrale. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on a la vision d'un cerveau casque un peu, alors qu'au final, si on entre vraiment à l'échelle du tout petit, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Le neurone est hyper important, évidemment, c'est la cellule qu'on considère clé, mais en fait, elle est minoritaire. C'est-à-dire qu'autour des neurones, il y a ce qu'on appelle les cellules gliales, qui sont encore plus nombreuses. On considère qu'il y a 3 cellules gliales par neurone. Les cellules, avant, on considérait juste qu'elles avaient un rôle nourricier ou de protection, d'environnement, d'immunité, et juste pour protéger les neurones qu'on considérait les rois du cerveau avant. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces cellules gliales, elles ont un rôle fonctionnel hyper important et on en découvre tous les jours. Alors ce cerveau, quand même, on parle d'environ 1,3 kg, constitué à 75% d'eau. Avec tout ce qu'on vient de dire sur sa structure, est-ce qu'on peut dire que c'est un organe qui est quand même relativement fragile? C'est un organe qui est extrêmement fragile, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a, comme on va le voir, beaucoup de protection sur cet organe. Il est fragile parce qu'il est mou déjà. Ça, c'est probablement donc, une des raisons qui fait qu'en cas d'atteinte physique sur ce cerveau, on peut léser les connexions neuronales et donc endommager son fonctionnement. Et donc, il va y avoir une catégorie de protection qui sont là justement pour le protéger physiquement. Et puis, quand on zoome à l'échelle de la biologie et finalement des échanges qu'il peut y avoir avec le reste du corps, là, on va avoir une autre famille de protections, plutôt des protections biologiques, on va dire. Et si on revient, vas-y. Ouais, je rajouterais qu'il est fragile aussi parce qu'il est très évolutif. C'est-à-dire que de la naissance et même in utero jusqu'à la mort, le cerveau se remodule sans cesse. Alors si on revient à ces fameuses protections et qu'on commence par le côté extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le crâne, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première des protections, effectivement, là, pour le coup, c'est un casque. C'est ce qui est très dur et qui vient autour du cerveau, c'est le crâne, qui est connu de tous. Donc, il a ce rôle, effectivement, d'évitement que les chocs extérieurs puissent affecter l'organe cerveau. En fait, il y a aussi une autre protection comme ça, physique, qui est le liquide céphalorachidien lui-même, qui joue aussi un rôle de protection hydraulique, cette fois. Et donc finalement, il faut imaginer une coque solide dans laquelle il y a du liquide qui absorbe aussi les ondes qui seraient des vibrations venues de l'extérieur, donc des chocs par exemple, pour éviter que le cerveau ne les subisse pleinement.
Et dans cette catégorie-là aussi, on peut citer les méninges. Les méninges sont des enveloppes multiples en plusieurs feuillets qui sont autour du cerveau. Donc c'est réellement en fait une enveloppe qui, elle, joue un rôle notamment physique de protection pour au moins voilà, une partie des méninges. Et puis, il y a aussi un rôle de régulation, donc plutôt un rôle qui va rentrer dans la deuxième catégorie de la protection, je dirais, plus biologique et physiologique. Justement, Nicolas, tu peux peut-être nous en parler de ces protections plus internes. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Au sein du cerveau, les principaux échanges qui se font sont entre le sang et le cerveau. C'est-à-dire que les méninges, finalement, ont ce rôle de contour avec des fonctions biologiques pour nettoyer, permettre de faire un peu le ménage dans le cerveau. Mais les principaux échanges, c'est entre le sang et le cerveau. Et d'ailleurs, le cerveau est littéralement perfusé par des tout petits vaisseaux, des micro-vaisseaux, donc toute une ramification, un arbre, qu'on voit très bien sur des examens qu'on appelle des angiographies. C'est un produit de contraste qui permet de visualiser l'ensemble de la vascularisation du cerveau. Et c'est énorme, c'est 650 km de tuyaux, hein, toute cette vascularisation. Et la surface d'échange, elle est considérable. On estime, hein, c'est pas facile à mesurer, que ça fait 20 mètres carrés, donc d'échange entre le sang et le cerveau. Et ça, ici, au niveau de cette interface, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, se produit la plupart des échanges biologiques qui permettent de nourrir le cerveau, de lui apporter les nutriments dont il a besoin pour fonctionner et pour synthétiser les cellules et les éléments nécessaires à sa structure, mais aussi pour le protéger. Alors, on va s'intéresser plus en profondeur à cette barrière hémato-encéphalique dont tu nous parlais, car elle agit comme une véritable forteresse. D'ailleurs, Benoît, tu nous as fait le plaisir et l'honneur de nous ramener une vraie petite forteresse qui va nous servir pour parler de tout ça. Et on va voir comment c'est en fait assez complexe, finalement, d'amener des molécules et des traitements au sein du cerveau. Alors peut-être pour commencer, en quoi cette barrière hémato-encéphalique, elle est vitale pour le cerveau? Oui. Alors, je crois qu'on peut répondre tous les deux presque en chœur, hein. Pour moi, elle est vitale, d'une part parce elle assure une protection vis-à-vis d'éléments qui sont naturellement circulants dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses qui sont indispensables dans le sang, donc il faut une barrière efficace entre le compartiment sang et le compartiment cerveau. Mais le cerveau, il a aussi besoin, on peut pas faire une barrière physique unique et parfaitement étanche. Il faut réussir quand même à amener les nutriments essentiels au fonctionnement cérébral. Le cerveau, il a une consommation énergétique considérable. On considère qu'il consomme à peu près 20% du glucose circulant. D'ailleurs, sur mon examen préféré, qui est l'imagerie TEP au FDG, donc il y a un dérivé du glucose, on voit très bien que ce glucose s'accumule dans le myocarde qu'on voit bien au niveau du thorax et le cerveau qui a vraiment une consommation importante. Donc ça, il faut des systèmes aussi pour franchir la BHE malgré cette protection. Donc elle va être capable de faire rentrer du sucre, mais de repousser certaines choses au final et de moduler ces échanges. C'est sélectif, c'est parfaitement sélectif. On va voir une image juste ici et on va revenir un petit peu sur la question des vaisseaux sanguins dont tu nous parlais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit à l'image? Oui, là, en fait, c'est une image qu'on appelle une angiographie. C'est qu'on a injecté un produit de contraste. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est le contenu des vaisseaux. Donc, ça montre vraiment que ces vaisseaux, ils sont partout, ils sont extrêmement fins et se ramifient de manière de plus en plus fine. Et en fait, la barrière hémato-encéphalique, conceptuellement, c'est la surface de ces vaisseaux. C'est là que se fait l'échange entre le sang et le tissu cérébral. Donc c'est difficile comme ça à se visualiser, et c'est vrai que ça ressemble pas beaucoup à une forteresse. Benoît va être très déçu. Donc, par conséquent, cette barrière hémato-encéphalique, elle est une petite forteresse, comme on l'a dit, mais c'est une barrière qui est aussi essentielle et vitale. Mais du coup, ça devient un frein quand il est question de faire passer des choses au travers, notamment des médicaments. Les médicaments, pour soigner, doivent passer, le cerveau doivent passer donc cette barrière hémato-encéphalique. Et parmi tous les médicaments qui existent aujourd'hui, on considère qu'il y en a même pas 2% qui arrivent naturellement à passer cette barrière hémato-encéphalique. 2%, c'est pas beaucoup.
On sait même pas bien pourquoi il passe pas, pourquoi il passe bien. C'est quelque chose extrêmement difficile à prédire. Et surtout, c'est-à-dire que quand on veut développer des nouveaux médicaments, lorsqu'on a une cible dans le cerveau dont on sait qu'elle pourrait aider dans telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie, et ben souvent, ce qui nous empêche d'y arriver, c'est qu'on n'arrive pas à passer la barrière. Et comment ça Et fonctionne? que ce qu'il faut dire aussi, c'est que même les 2% restants passent, mais en proportion de ce qu'on a administré au corps entier, souvent la proportion qui arrive au cerveau est très faible. C'est vrai. Ce qui veut dire que finalement le cerveau reste, même pour ces molécules-là, assez isolé d'un traitement efficace. Et comment ils font du coup ces médicaments pour passer, se faufiler au travers de cette barrière? Alors, on a des idées. On pense qu'il faut qu'il soit un peu gras, on dit lipophile, c'est le joli mot, pour se dissoudre en fait dans la membrane de la BHE et arriver à passer de l'autre côté. Il faut qu'il soit pas chargé électriquement, les molécules, il y a des charges plus moins dessus. Là, il faut que ce soit assez neutre, pareil, pour réussir à se dissoudre. Il faut que ce soit pas trop gros, pas trop petit non plus. C'est pas facile, hein, voilà. Et en fait, ça, c'est de l'observation avec l'expérience qu'on a sur les molécules. Mais même aujourd'hui, lorsqu'un laboratoire développe une nouvelle molécule, en mettant toutes les chances de notre côté pour passer la BHE, c'est souvent la surprise, est-ce que ça la passe ou non ou pas? Et c'est souvent décevant et c'est un gros problème. En t'écoutant, j'ai l'impression que ça reste encore quelque chose d'assez obscur, un peu flou. Il y a encore beaucoup de choses à étudier là-dessus. Enfin, c'est quoi l'état là, des connaissances sur cette barrière et sur comment on passe Alors, plusieurs approches. La première pourrait être essayer effectivement de comprendre pourquoi les molécules passent ou passent pas, ce qu'on appelle la prédiction. Donc, il y a des laboratoires qui développent des modèles in vitro sur dans des tubes ou dans des plaques de barrières hémato-encéphaliques où on essaie de voir ça passe. Mais c'est très difficile parce que c'est trop compliqué à modéliser comme ça dans du plastique, hein. On essaie, en même temps, des outils d'intelligence artificielle dont le but est d'essayer de voir quelles caractéristiques de la molécule lui donnent plus de chances de passer la barrière hémato-encéphalique seul. Mais c'est pareil, c'est vraiment difficile et on en est loin. Oui, Notamment. ouais. Enfin, j'allais compléter juste en disant que les développements pharma aujourd'hui sont vraiment, pour le cerveau, hein, pour tout ce qui est maladie neurologique, vraiment handicapés par ce problème. Et ça coûte extrêmement cher d'aller ingénierer, rechercher justement à faire passer les molécules thérapeutiques pour un résultat qui souvent en plus est décevant. C'est-à-dire que ce qu'on va gagner en passage dans le cerveau est souvent au détriment finalement de l'efficacité sur la cible qui a été identifiée pour ce médicament-là. Et donc on se retrouve avec des compromis et finalement qui sont, la preuve en est, c'est qu'on n'arrive pas à guérir une grande partie des maladies dont on parlera, je pense, plus tard. Quasiment toutes les maladies qui sont neurologiques dans le cerveau, pas du côté vasculaire, mais du côté cerveau, il y aura aujourd'hui une impasse à les soigner. Et la principale des raisons à ça, c'est que les médicaments n'accèdent pas suffisamment, hein, comme on l'a dit. Ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de temps d'ingénierer ces molécules. Et donc, il y a une vraie question aussi médico-économique à ce niveau-là, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment aujourd'hui à soigner toutes ces maladies. Et alors heureusement, il y a des petites voies de contournement qui existent aujourd'hui pour tenter de guérir et de passer cette barrière hémato-encéphalique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces voies d'accès Alors, il y a eu beaucoup de choses tentées, avec des succès aussi quand même parfois, heureusement. On a des voies qui vont être des voies invasives. On va par exemple, dans certains cas, ça peut être finalement acceptable, on va dire, d'aller directement injecter, alors soit directement dans le cerveau, soit dans les ventricules cérébraux, donc ce qui contient le liquide céphalorachidien et qui finalement vient quand même au plus près du cerveau. Donc ça va permettre de faire accéder les molécules thérapeutiques dans des zones où il y a un peu plus d'échanges, on va dire, et ça peut fonctionner au moins un petit peu pour certaines molécules. On va avoir des voies d'administration par voie intranasale. Donc, typiquement, une nébulisation intranasale, c'est connu que le parcours par le nez, en fait, est plus perméable au passage dans le cerveau, dans le bulbe olfactif, donc dans la zone qui traite les informations olfactives. Et puis, on va avoir des voies plutôt de perturbation de cette barrière hémato-encéphalique.
qui vont être soit d'origine chimique. Alors, il y a eu des chocs osmotiques, par exemple, qui ont été beaucoup testés. On met des solutions qui vont perturber les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins et ainsi, finalement, ouvrir des portes dans notre forteresse qui tapisse ce réseau vasculaire que montrait Nicolas tout à l'heure. Il y a aussi des méthodes plus récentes, comme celle sur laquelle on travaille à base d'ultrasons, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui permettent localement et transitoirement de choisir en un point ou plusieurs du cerveau, de perturber cette barrière et par la même occasion, du coup, y faire passer les molécules qu'on aurait administrées au patient dans sa prise de médicaments habituels, hein, par voie orale, par exemple. Alors bien sûr, toutes ces méthodes-là, elles viennent en plus de la méthode de référence qu'utilise l'industrie pharmaceutique, qui est quand même de trouver des voies d'accès par voie chimique, hein, ou physico-chimique, ce dont on parlait juste avant, avec des résultats souvent assez mitigés. On peut vectoriser par des voies d'encapsulation de la molécule, on peut utiliser des voies de transporteurs actifs. Nicolas est expert des sujets, hein, donc il en parlera mieux que moi. Mais effectivement, on a différentes stratégies, tout cela prenant, encore une fois, beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Alors, vous écoutez, on se rend compte qu'il y a plein de méthodes qui sont mises en place pour tenter de passer outre cette barrière. Au final, ça fait depuis combien de temps qu'on s'intéresse et qu'on connaît vraiment cette barrière hémato-encéphalique? Alors, il faut remonter au 19e siècle, hein, avec, c'était un médecin allemand qui s'appelait Paul Ehrlich. Donc avec peu de matériel, il a injecté il avait injecté un colorant à un rat, je crois, et il avait étudié comment ce colorant se diffusait. C'était un colorant bleu et le rat, c'est un colorant qui se diffusait très bien, devenait tout bleu. Et son observation qui lui a valu toute sa carrière, et l'essentiel, c'est que tout était bleu sauf le cerveau. Donc lui s'est dit, tiens, il y a une particularité du cerveau qui le distingue du reste de l'organisme. Pour une époque, on avait une idée de la diffusion des molécules assez simple. Et je crois que son élève a eu l'idée géniale d'injecter le colorant dans le cerveau, et il s'est rendu compte que ça n'allait pas dans le reste de l'organisme. Et donc, ils ont avancé progressivement vers l'idée d'une séparation entre le cerveau, un caractère un petit peu forteresse ou sanctuaire du cerveau par rapport au reste de l'organisme. Mais c'est vraiment au début du XXe siècle qu'une chercheuse à Genève a vraiment, pour moi, défini au mieux la barrière hémato-encéphalique, vraiment donné une définition conceptuelle des échanges entre le sang et le cerveau. Elle s'appelait Lina Stern. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur le cerveau, sur la BHE. Après, c'est vrai que les industries pharmaceutiques ont eu ce problème depuis tout le temps, hein. Donc ça fait quand même des dizaines d'années aujourd'hui qu'on voit très peu de nouvelles solutions thérapeutiques sortir pour traiter toutes ces maladies à cause de ce problème-là, principalement. Ce qu'il faut, c'est se dire que les médicaments qui agissent sur le cerveau actuellement, on en a. Des antidépresseurs, des médicaments contre les psychoses, pour les troubles du sommeil, voilà. C'est en soi des petits miracles, hein, d'avoir réussi à faire passer ces molécules-là et les faire taper sur la bonne cible dans le cerveau. On est de l'ordre de l'exception, parce que, comme je le disais, on est de l'ordre des quelques pourcents. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance sur ces molécules-là. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu aux pathologies qui peuvent impacter le cerveau, maintenant qu'on a compris un peu les enjeux liés à cette fameuse barrière hémato-encéphalique. On peut commencer par peut-être le volet oncologie, donc tout ce qui est tumeur cérébrale, qui reste quand même assez difficile à traiter aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire un petit tour d'horizon sur comment se présentent ces tumeurs au cerveau, quels différents types, et est-ce qu'elles sont curables, non curables, etc. Alors, sur ce point, je peux répondre. En fait, il y a une hétérogénéité des tumeurs. Une tumeur, il y en a beaucoup de sortes différentes, hein. C'est vrai pour plein de cancers, et notamment pour les cancers qui touchent le cerveau. On va distinguer déjà deux catégories. Les tumeurs primaires, qui sont des tumeurs qui naissent dans le cerveau. Des tumeurs dites secondaires ou métastatiques, qui sont des tumeurs sur des organes périphériques qui viennent faire une masse ou plusieurs masses. Malheureusement, ça vient souvent par grappe dans le cerveau. Et donc, si on regarde l'ensemble de ces tumeurs, pour donner une idée, en France aujourd'hui, c'est autour de 25 000 nouveaux patients par an atteints de l'une ou l'autre de ces deux catégories, ce qui n'est pas rien. Et ces personnes-là, une fois qu'elles ont ce diagnostic qui est posé, malheureusement aujourd'hui, ça représente quand même aussi une très très mauvaise nouvelle,
puisque les espérances de vie se comptent, pour la plupart de ces cas, en quelques dizaines de mois, hein, tout au plus, au moment du diagnostic. Il n'y a pas beaucoup de progrès faits depuis des dizaines d'années. Et parce qu'on les détecte trop tard, parce qu'on a du souci à les détecter? Pourquoi Alors, c'est... on pourra parler de la détection au moment Ouais. de l'imagerie. Effectivement, il peut y avoir un problème de détection un peu trop tardive, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès faits sur l'imagerie et sur les méthodes de suivi des populations, notamment dans les pays développés comme la France. C'est plutôt qu'une fois détecté, on n'a pas forcément les solutions thérapeutiques, hein, comme on va le voir. En tout cas, pas autant qu'en périphérie. Ce qui va marcher sur un cancer périphérique, et aujourd'hui, il y a d'énormes progrès pour les cancers, quels qu'ils soient, mais en particulier du fait des biothérapies, les anticorps, les anticorps ciblés. On a d'énormes progrès et beaucoup de cancers deviennent contrôlables, voire guérissables. Et voilà, on suit simplement les patients à échéance régulière. Ça devient des maladies parfois presque chroniques. Le jour où la maladie atteint le cerveau, là, c'est autre chose. Et en fait, donc, c'est une épidémiologie qui est importante et qui va le devenir d'autant plus qu'on guérira des masses primaires qui sont en périphérie. Voilà. Après, si on rentre plus dans les cancers qui touchent d'emblée le cerveau, ça représente sur ces 25 000 personnes en France plutôt de l'ordre de 6 à 8 000 personnes, donc beaucoup moins, on va dire. Mais c'est des cancers qui sont souvent, alors il y a différents grades d'agressivité, qui sont souvent les principaux, enfin le gros des troupes en tout cas malheureusement est touché par des cancers très agressifs, notamment ce qu'on appelle les glioblastomes, qui eux ont des espérances de vie à 5 ans de l'ordre de 5%, donc des pronostics extrêmement dégradés, et c'est ceux sur lesquels là tous les moyens doivent être mis en œuvre pour combattre le cancer. Alors les moyens qui sont aujourd'hui quand même efficaces dans une certaine mesure, ils permettent de rallonger un petit peu l'espérance de vie, c'est la chirurgie quand c'est opérable, donc on vient enlever la masse tumorale. On ne peut pas enlever nécessairement toute la masse parce qu'il y a des zones de la tumeur qui vont être infiltratives, qui vont aller jusqu'à parfois plusieurs centimètres de la masse qu'on voit en imagerie. Et donc ces zones-là sont encore fonctionnelles, donc on ne va pas pouvoir les enlever aux patients. Et puis on alterne souvent à l'issue de la chirurgie radiothérapie et chimiothérapie pour donner le maximum d'efficacité en combinant toutes les technologies. La chimiothérapie, elle va être souvent limitée par cette accessibilité à travers la barrière hémato-encéphalique. Et la radiothérapie, elle a des effets qui sont assez délétères aussi pour le reste des tissus environnants, même si avec les nouvelles machines de radiothérapie, ça a été fortement amélioré. Il y a quand même toujours un effet qui est délétère pour le cerveau dans sa globalité, on va dire. Donc, c'est ce qui marche, mais c'est insatisfaisant. Alors, on a parlé du volet cancer. Il y a d'autres pathologies, dont les pathologies de type neurologique. On a Alzheimer, on a Parkinson. Qu'est-ce qu'on a comme type de maladie neurologique Je ne sais pas si tu veux répondre. Oh, oui, je crois que c'est dans mes cordes. Effectivement, ces pathologies-là, elles se caractérisent souvent par l'accumulation anormale de protéines dans le cerveau, qui permettent d'ailleurs le diagnostic. C'est en voyant ces protéines-là dans le cerveau par imagerie qu'on arrive à dire c'est une maladie d'Alzheimer, ou en voyant une perte dans certaines régions, c'est une maladie de Parkinson, en plus des répercussions fonctionnelles, perte de mémoire ou troubles de mouvement pour ces pathologies-là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hypothèses mécanistiques, c'est-à-dire qu'on comprend de mieux en mieux la biologie de ces maladies-là. On aimerait bien pouvoir agir dessus, on aimerait bien dire, tiens, peut-être cette voie de signalisation permettrait peut-être de faire fondre les plaques amyloïdes responsables de la maladie d'Alzheimer et d'améliorer ou au moins ralentir le déclin de ces pathologies-là, sauf qu'on y a difficilement accès. Ça fait combien de temps qu'on connaît ces maladies neurologiques est-ce qu'il y a une différence entre la connaissance, par exemple, des tumeurs et ces maladies? Enfin, comment on a fait pour les connaître et les appréhender? Je pense que c'est des maladies qui sont connues en termes de symptômes et de... Alors, elles ont connu, il y a connu et connu, c'est-à-dire qu'on continue considérablement à améliorer notre connaissance. Je veux dire, chaque jour, les chercheurs sont nombreux dans le monde entier à travailler sur ces maladies-là, que ce soit dans le cancer ou dans les maladies neurodégénératives. Et on ne peut pas dire qu'on les connaît, en fait. Je pense qu'il y a des découvertes constantes. Néanmoins, c'est vrai que les premiers malades d'Alzheimer, c'est début du XXe qui sont caractérisés. Donc, ça fait quand même un moment qu'on sait diagnostiquer des démences. On les a mélangées les unes avec les autres aussi pendant longtemps. On les caractérise, même cliniquement parlant, de mieux en mieux. Mais c'est pas parce qu'on va connaître la physiopathologie, c'est-à-dire la manière dont la maladie se développe,
qu'on va être déjà en mesure de diagnostiquer suffisamment tôt. Donc ça rejoint le thème de l'imagerie, du diagnostic, dont on va parler, je crois, aussi. Et il y a le côté après thérapeutique. À quoi bon diagnostiquer si on n'a pas de thérapie efficace? Aujourd'hui, sur Alzheimer, il y a une molécule autorisée en France depuis 2024. Et voilà, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont pouvoir accéder aux patients prochainement. Il y a un défi aussi dans ces maladies-là, c'est qu'on les connaît, mais elles se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'au sein des troubles de la mémoire, il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a des troubles apparentés qui auront des mécanismes très différents. Donc les médicaments actifs contre la maladie d'Alzheimer spécifiquement ne seront pas forcément actifs sur d'autres troubles de la mémoire. Ce qui fait que même quand on veut faire une étude, on en est là aujourd'hui, il faut qu'on s'assure que les patients qu'on met dans l'étude ont vraiment la maladie d'Alzheimer et rien d'autre. Sinon, le médicament ne sera pas efficace. Il y a une chose importante sur ces maladies-là aussi qui est à noter, je pense, c'est que le développement des médicaments est rendu complexe par du fait d'une autre raison, qui est la lente évolution de ces malades-là. Finalement, pour pouvoir efficacement montrer qu'un médicament a un effet, il faut attendre qu'on ait un groupe qui se distingue d'un autre dans les études, et ça peut prendre potentiellement des années. Aujourd'hui, des années, je reviens à la question médico-économique, c'est aussi des années d'exploitation d'un brevet d'une molécule pour un laboratoire pharmaceutique en moins si on doit attendre X années avant d'avoir un résultat d'une étude clinique. Donc ça peut être aussi des freins à ce que les laboratoires pharmaceutiques investissent et se lancent pleinement dans cette bataille-là. Pourtant, les gens à soigner. Il y a des gens à soigner, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, il y a 50 millions dans le monde, 50 millions de malades, maladies neurodégénératives tout venant, on va dire, principalement voilà, maladie d'Alzheimer, mais on a tout un spectre de maladies. Et puis, ce chiffre-là, il est énorme aujourd'hui, mais il va faire que croître, puisqu'avec le vieillissement de la population notamment, on attend 150 millions, donc un facteur 3 entre aujourd'hui et 2050. C'est expliqué par quoi Le fait que si on ne meurt pas d'autre chose, on finit par mourir quand même de quelque chose déjà. Encore une fois, on soigne bien la périphérie, Oui, le cerveau, on a du mal. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'antidépresseurs. On va peut-être parler maintenant des maladies de type psychiatrique. Qu'est-ce qu'on a comme diverses maladies à ce propos? Alors, c'est des maladies qui sont extrêmement compliquées, notamment parce que, encore une fois, ici, on se fie sur les symptômes. Donc, une dépression, des troubles de l'humeur, quelque chose qu'on observe, que le psychiatre observe en échangeant avec son patient. Mais à l'échelle du cerveau, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe. C'est-à-dire pourquoi ces troubles apparaissent. C'est pas aussi évident qu'un AVC où on voit qu'il y a une hémorragie dans une région particulière du cerveau. Là, en fait, les mécanismes mis en jeu concernent probablement plutôt la chimie, c'est-à-dire les échanges entre les neurones, entre les synapses. Donc, il y a des neuromédiateurs comme la sérotonine, la dopamine, qu'on étudie beaucoup et qu'on peut étudier par imagerie, et qui sont régulés de manière anormale dans certaines pathologies, avec des répercussions psychiatriques. Mais aujourd'hui, il y a encore de nouvelles hypothèses, notamment aujourd'hui, on pense que le nombre de synapses, donc le nombre de connexions entre les neurones, pourrait contribuer à l'évolution de la dépression, de la schizophrénie par exemple. Et aujourd'hui, il y a des traitements innovants dont le but est de faire repousser des synapses. C'est souvent d'ailleurs des médicaments psychédéliques, type hallucinogènes, voilà, dont on s'est rendu compte qu'ils permettaient de faire pousser des synapses et qui pourraient être repositionnés, réutilisés dans une indication en psychiatrie. Et tout à l'heure, tu disais que les antidépresseurs, c'était des petits miracles. On sait quoi de l'efficacité de ces traitements aujourd'hui? Alors l'efficacité, elle est globalement très bonne chez 70% des gens, mais malheureusement, il y a 30% des patients qui ne répondent pas à ces traitements-là. Et la cause de cette non-réponse, eh ben on la connaît pas. On n'arrive même pas à la prédire. Et même pour ceux chez qui ça répond, c'était ce que tu voulais dire. Non, vas-y. Ça met plusieurs semaines avant d'agir un antidépresseur. Et donc, ça veut dire que pendant plusieurs semaines, voilà, les gens sont un petit peu avec leurs symptômes. Et donc là, il y a un risque pour la personne qui peut se faire du mal dans cette période-là. Donc là, aujourd'hui, toute la recherche consiste à essayer d'avoir quelque chose qui agit immédiatement.
c'est-à-dire vraiment dans l'heure, pour couvrir cette période et essayer de prédire si la personne va bien répondre dans 3 semaines, 1 mois, pour pas avoir à essayer une 2e ligne, puis une 3e ligne. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'il y a probablement une hétérogénéité de réponse au traitement énorme. Et là, l'imagerie a aussi un rôle à jouer. Il y a des projets, par exemple au CEA, qui montrent que sur des traitements qui sont couramment administrés, qui sont des petites molécules qui passent naturellement assez facilement dans le cerveau, des traitements au lithium, par exemple, qui sont utilisés pour traiter notamment des troubles bipolaires et qui vont avoir une efficacité sur une partie de la population seulement. Donc on ne comprenait pas, en tout cas jusqu'à ces études, pourquoi certains ne répondaient pas. Et les collègues ont montré qu'effectivement, c'est parce que le lithium ne se distribue pas du tout de la même manière chez une personne par rapport à une autre. Et donc ça explique déjà beaucoup de choses. Voilà. Donc, et puis j'ajouterais aussi sur les synapses, hein, c'est quand même très intéressant de voir que la connectique, c'est pas que le nombre de neurones qui compte, c'est la connectique. Et la connectique est à la base de beaucoup de choses, hein. On fait aujourd'hui de l'IRM fonctionnel, on étudie la connectivité cérébrale vraiment beaucoup mieux que n'importe qu'avant, hein. Il y a eu des énormes progrès faits. On comprend mieux comment les structures se connectent entre elles et on voit que des défauts de connectivité sont souvent associés à des comportements pathologiques type schizophrénie par exemple. Et ça peut être aussi lié à l'histoire de la personne. Et ça, c'est des chercheurs aussi qui ont montré récemment que finalement la prise de produits prohibés cannabinoïdes vont avoir à l'adolescence en particulier un rôle important sur la connectivité. Et ça va se traduire à l'adolescence certainement par des effets, mais surtout plus tard dans la vie par l'apparition de ce genre de maladie, en tout cas par une prédisposition à ce genre de maladie. Donc ça veut dire que l'organe de base, il est complexe, d'après tout ce qu'on vient de dire, mais qu'en plus au niveau individuel, il peut être vraiment différent à chaque fois dans son expérience. C'est ça. Et on peut s'inspirer de la cancérologie qui a fait d'énormes progrès dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée ces dernières années. Qu'aujourd'hui, on ne dit pas juste cancer du sein, cancer du foie, on va faire une biopsie, faire des prélèvements, ils appellent ça des biopsies liquides, moi j'appelle ça prise de sang. Mais bon, je suis vieux jeu. Et donc à partir de ces informations-là, on va caractériser la tumeur, lui donner une identité moléculaire qui doit guider le traitement. Et ça, la cancérologie le fait de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on a un arsenal thérapeutique qui va s'adapter à chaque tumeur. Et pour le cerveau, il faut qu'on arrive à la même chose, parce que concrètement, il y a plusieurs sous-types de dépression, plusieurs sous-types de troubles bipolaires, et donc il faudrait connaître l'origine des troubles pour donner le meilleur traitement à la bonne personne. Alors on l'a vu, que ce soit pour les tumeurs ou les maladies neurodégénératives, l'imagerie, elle a quand même un rôle central dans le diagnostic de toutes ces maladies. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la diversité de l'imagerie qui a été utilisée ou qui est utilisée aujourd'hui? Oui, je vais parler de l'IRM par exemple, puisque je viens de Neurospin, et c'est vrai que c'est un centre qui est dédié à la technologie IRM et à comment l'exploiter au mieux et la pousser dans ses retranchements pour qu'elle donne le maximum. L'IRM, c'est une modalité de choix en imagerie pour voir le cerveau. Alors, il y a d'autres modalités qui sont mises de côté un petit peu quand on parle du cerveau. C'est par exemple les ultrasons pour l'échographie, parce que c'est difficile de voir à travers le crâne atténue fortement. Il y a des choses qui se font. J'allais dire. On en reparlera, ouais. Mais c'est compliqué. Je laisserai l'imagerie nucléaire à mon collègue qui va en parler, qui est spécialiste. Mais pour rester sur du coup la technologie d'IRM, en fait, on va voir très très bien les différentes structures. On va pouvoir sonder la connectivité. On va pouvoir faire de l'imagerie de diffusion qui va permettre de reconstruire les fibres de connexion entre les différentes zones du cerveau. Et donc, toutes les maladies auront peu ou prou un impact sur la structure à un moment donné. Et on les verra par IRM. Alors, parfois tardivement, hein, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, par exemple, on va avoir des biomarqueurs, ce qu'on appelle des biomarqueurs d'imagerie, hein, qui sont le fait que sur les images, il y a quelque chose à voir.
on va avoir des biomarqueurs plutôt tardifs aujourd'hui, surtout sur des machines qui seraient disponibles dans tous les hôpitaux. Évidemment, si on prend l'IRM ISULT du CEA, on va avoir une machine qui est extrêmement poussée, où on espère pouvoir voir les choses plus tôt. Mais sur une machine de routine, là, on va être en capacité de voir surtout l'atrophie, c'est-à-dire la perte, la mort neuronale finalement, qui va résulter dans une perte de volume de certaines structures, hein, notamment l'hippocampe. Et ça, c'est assez tardif. C'est-à-dire quand on a commencé à perdre des neurones, malheureusement, c'est compliqué de faire machine arrière. Voilà, donc ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui de l'imagerie pour, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Les tumeurs, on va utiliser plutôt des produits de contraste en IRM. Donc, on va injecter un produit qui se balade dans le sang et qui est visible en imagerie IRM. Et donc, avec des méthodes d'imagerie spécifiques, on va pouvoir le voir passer. Il se trouve que la tumeur a une vascularisation, donc un réseau vasculaire qui est un petit peu perturbé. Et donc, on va pouvoir identifier que ce produit de contraste, il s'accumule davantage. Et donc, on va avoir un diagnostic qui est posé comme ça, en fait, simplement. Voilà. Ça nous donne l'idée qu'il y a une masse tumorale. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées pour de la sclérose en plaques, pour d'autres maladies aussi. Mais l'IRM reste quand même la technologie maîtresse, je trouve, en termes de diagnostic de toutes ces maladies-là. Nicolas, justement, alors du coup, quelles sont les différences entre la TEP et l'IRM? Alors, c'est très, très différent. C'est-à-dire que l'IRM donne des images déjà qui sont magnifiques, bien résolues. On voit bien, je te flatte, on voit bien voilà, les différentes structures cérébrales. On a vraiment des images qui sont finalement assez réalistes de la vraie anatomie et en plus donne des infos fonctionnelles. La TEP, c'est différent. C'est qu'on va radiomarquer une molécule qui va se fixer sur une cible dans le cerveau. Donc là, en fait, on perd tout le côté joli et anatomique et on a des images qui sont pas très belles, hein, ou on va dire différentes. Si on devait faire une analogie, je pense que l'IRM sur une peinture réaliste et la TEP sur un impressionnisme un peu grossier. Seulement, l'information, elle est biologique, elle est moléculaire. C'est-à-dire qu'on va fixer une cible, on a une lecture de ces images qui sont pas très jolies, je vous l'accorde. Qui va nous renseigner sur la présence ou non d'une cible dans le cerveau, et c'est quantitatif, ça fait plus ou moins. Donc là, il y a une infinité de marqueurs, c'est-à-dire que les combinaisons et les possibilités de marqueurs sont infinies. Bon, dans la maladie d'Alzheimer, on peut par exemple suivre les plaques, l'accumulation des plaques amyloïdes, le nombre de synapses ou la densité des synapses, on peut le mesurer parce qu'on a des marqueurs spécifiques de la synapse, etc. Et donc là, vraiment, on a une compréhension plus biologique de l'évolution des maladies. Et on peut utiliser cette approche-là pour voir si les traitements fonctionnent. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, vu qu'on mesure la charge amyloïde, si un traitement a pour vocation de faire fondre ces plaques amyloïdes, eh ben on scannera les gens 2 fois, avant et après traitement, et on verra s'ils en ont un peu moins la 2e fois. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que ça veut dire quand tu parles de radiomarquage? Alors, le radiomarquage, c'est-à-dire que quand il y a une discipline qui s'appelle la chimie médicinale, qui étudie les différentes cibles. Alors, nous, on est sur le cerveau aujourd'hui, on va rester là-dessus. Et en fait, pour chaque cible, on a une molécule qui va se fixer sur la cible. Donc ça, c'est in vitro, dans des tubes. Il faut qu'on rende ces molécules visibles pour qu'elles soient détectables pour être utilisées chez l'homme. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est la radioactivité. Donc on marque avec des isotopes. Alors c'est souvent des isotopes, le carbone 11 ou le fluor 18, le zirconium 89 pour plein de termes de la physique, ça devrait te plaire. Mais voilà, qui sont les isotopes qu'on utilise le plus et qui émettent donc des photons. Et ces photons, ils sont détectés par des caméras et ça nous permet de reconstruire une image en 3 dimensions. On voit la distribution de la cible dans le cerveau. Alors en quoi cette TEP, elle devient aujourd'hui assez révolutionnaire et ça existe depuis combien de temps? Alors ça existe depuis un bon moment, enfin c'est conceptualisé depuis longtemps. Je pense que les appareils mis en place, c'est dans les années 80. Ça a littéralement explosé dans les années 2000 parce que ça sert aujourd'hui surtout à faire du suivi du cancer chez les patients. Donc c'est un outil qui existe depuis assez longtemps finalement. L'évolution, elle est plus sur les radiotraceurs, c'est-à-dire sur les marqueurs qu'on utilise, où là, il y a une recherche où tous les laboratoires du monde, les laboratoires TEP, essaient de trouver le meilleur traceur
pour étudier telle ou telle cible chez l'homme. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne étape par étape, cette fameuse TEP? Ah bah oui, je peux le faire. Ça part pour moi de la chimie. C'est-à-dire que des chimistes vont prendre la molécule qui nous intéresse, dont on sait qu'elle va aller sur la cible, essayer d'y introduire un isotope radioactif. Donc ça, c'est pas évident, hein. C'est vraiment de la chimie de haut vol, qui doit en plus être automatisée, puisque c'est du matériel radioactif, hein. Et ensuite, on récupère cette molécule sur lequel on fait des tests et des systèmes de purification pour qu'elle puisse être injectée chez l'homme. Donc ça, c'est le rôle du pharmacien de préparer finalement la seringue de radiopharmaceutique. Et ensuite, on l'injecte en intraveineux, dans l'immense majorité des cas, à des sujets, donc qui peuvent être des volontaires sains dans le cadre de la recherche ou des malades dans le cadre de leurs soins. On attend que le radiotraceur se distribue, aille vers le cerveau, se fixe bien la cible, et là on réalise une imagerie qui permet de voir la densité du radiotraceur dans le cerveau. Bah justement, en parlant d'imagerie, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on voit à l'image? Alors ça, c'est une image qu'on avait acquise chez une dame qui avait malheureusement un cancer du poumon et qui était traitée par un médicament ciblé et qu'on avait radiomarqué à l'identique. C'est-à-dire que notre molécule radiomarquée avait la même formule chimique que le médicament. Donc vraiment, c'est le médicament qu'on suit. Et on voit bien que le médicament, il va bien dans la tumeur qui est juste à côté du cœur, l'espèce de fer à cheval à droite, donc à la gauche de la dame. Voilà. Et on a choisi cette molécule parce qu'on voit bien que le médicament il se distribue bien dans les tissus, sauf un, je pense que ça saute aux yeux. Dans le cerveau, ça passe pas. Et malheureusement, pour ce type de traitement, il y a eu des évolutions depuis, mais ce type de traitement, on arrivait à contrôler les tumeurs périphériques, mais les patients pouvaient développer des métastases cérébrales malgré un contrôle de la tumeur périphérique. Donc ça montrait bien vraiment la difficulté à essayer de faire passer ce type de médicament à travers la barrière hémato-encéphalique. On a beaucoup travaillé ensemble pour essayer d'y arriver. Et tu nous parlais donc du cas de cette dame. Est-ce que la TEP, elle peut amener vers quelque chose de plus personnalisé en termes de traitement? Oui, alors je pense pas à partir de cette approche-là qui nécessitait vraiment une technologie beaucoup trop lourde pour être utilisée à l'hôpital. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des marqueurs sur l'image qui vont nous permettre de construire des arbres décisionnels qui vont donner des traitements vraiment adaptés aux patients. C'est-à-dire qu'on a des informations ici, on a une cartographie. Finalement, c'est chaque pixel de l'image, c'est une petite biopsie finalement, hein. Donc, même quand il y a plusieurs tumeurs, il y a une hétérogénéité parfois entre les tumeurs qui peut nous renseigner sur l'efficacité de tel ou tel traitement. Et pour revenir au cerveau, on manque quand même d'outils aujourd'hui pour savoir si une tumeur va être bien perméable à des traitements ou pas. Alors, avec toute cette nouvelle technique, on peut désormais donc tracer, marquer, cibler pour mieux diriger les traitements dans le cerveau. Benoît, Nicolas, on va découvrir maintenant comment vos disciplines elles se rencontrent finalement pour offrir une approche complémentaire dans ces recherches de nouveaux traitements pour le cerveau. Benoît, toi, tu as cofondé TerraSonic avec ton collègue Anthony Novelle du CNRS. C'est un robot médical qui administre des ultrasons au cerveau sans chirurgie et sans anesthésie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors peut-être avant de répondre à cette question, juste rappeler que en fait, on a travaillé dans le même institut de recherche au CEA avec Nicolas pendant pas mal d'années. Et que donc, du coup, ça nous a amené à nous mélanger déjà mélanger des disciplines qui sont très complémentaires, mais qui travaillent sur la même question scientifique, et avoir du coup une capacité à trouver des choses innovantes aux interfaces. Donc ça, c'est, je pense, qui a fait aussi qu'on a fait pas mal de travaux, je pense, qui ont donné des bons résultats. C'est que notre connaissance à nous des transporteurs et des mécanismes physiologiques à la barrière hémato-encéphalique était pas suffisante, sans Nicolas. Et puis, nous, on apportait des capacités à aller délivrer les traceurs dont parlait Nicolas à l'instant, innovants ou pas, mais là, on travaille sur des générations plutôt innovantes où on va aller essayer de mettre des molécules qui pourraient être efficaces dans la périphérie, les amener et les visualiser par l'imagerie TEP
dans le système nerveux central, en l'occurrence. Et donc, effectivement, grâce à la technologie qu'on a pu développer avec Anthony Novell, qui consiste à utiliser des ultrasons transcrâniens. Il a été démontré, pas par nous, mais par des collègues américains au départ, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, que sous certaines conditions de tir ultrasonore, et en combinant ces tirs ultrasonores à la circulation intraveineuse d'agents qui sont des microbules gazeuses, qui sont en fait connus comme agents de contraste en échographie, utilisés en routine clinique dans tous les hôpitaux pour d'autres applications, des applications d'échographie. Et bien en fait, en prenant ces agents-là et en tirant dans le cerveau sur les réseaux vasculaires, on va avoir un effet d'augmentation de la perméabilité de cette barrière hémato-encéphalique. C'est une augmentation significative, vraiment importante, qui est contrôlée, donc sécurisée, on va dire, dans le sens où on n'a pas d'effet délétère induit. On peut contrôler ça, c'est un des objectifs de nos travaux de recherche qui nous a beaucoup occupés ces dernières années avec Anthony. Et puis, c'est transitoire, donc ça revient à la normale. Le cerveau, en fait, en fait, la barrière se referme naturellement en quelques heures. Et pendant cette fenêtre temporelle, on peut profiter pour faire passer un médicament. Alors, c'est focalisé, ce qui est bien parce qu'on n'ouvre pas toute la barrière dont on a dit en introduction qu'elle était quand même vitale et importante. Donc, évidemment, en médecine, il y a toujours une question de bénéfice-risque. Il faut prendre des risques seulement s'il y a un bénéfice associé. Et ça, c'est très important. Là, dans le cas des cancers, on a des espérances de vie extrêmement faibles, donc le risque doit être pris. Et donc, on va avoir possibilité de tirer en un point ou en plusieurs points grâce à notre technologie qui est montée sur un bras robotique et ce qui a, par rapport à des technologies concurrentes, l'avantage de pouvoir traiter des volumes ou des masses distantes les unes des autres. Donc, ce qu'on aura, par exemple, dans le cas des métastases cérébrales, qui sont typiquement des masses multiples dans le cerveau. Voilà, donc, on travaille depuis pas mal d'années sur cette technologie, en recherche fondamentale, avec des publications scientifiques, des brevets, etc. Ça, c'est l'activité du CEA et du CNRS. Et puis, on a créé cette société TerraSonic depuis 1 an, qui vise cette fois à prendre la brique technologique prototype pour en faire une version pour l'homme en clinique et une réalité pour les patients le plus vite possible. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui... Alors, on travaille justement à un premier essai chez l'homme avec Gustave Roussy, qui est le centre d'investigation en cancérologie numéro 1 en Europe. Et on aura, du coup, on espère, des premiers patients fin d'année 2025 ou début d'année 2026 sur un tout premier passage à l'homme. Alors, on parle du terme robot, je trouve ça un peu vague. Est-ce que justement, tu parlais de bras, etc. Tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble, cette machine? Oui, en fait, c'est une machine qui est sur un chariot qui peut rouler à l'hôpital dans la salle d'intervention. Et on a sur ce chariot un bras robotique, donc qui est un petit robot qui va être manipulable par l'homme déjà. C'est des robots qui sont collaboratifs, donc l'homme peut les manipuler, le médecin en l'occurrence, ou le personnel soignant. Et en plus de ça, on peut automatiser. Donc on peut aussi dire au robot de prendre l'initiative de se déplacer et d'avoir du coup une capacité à traiter automatiquement des zones qui sont précises puisqu'elles sont repérées sur l'imagerie préalable. On ne fait pas ça dans un imageur, ça coûterait trop cher et ce serait trop complexe. Ce ne serait pas assez disponible non plus pour traiter tous ces patients. Mais il nous faut quand même un guidage. Et donc là, on utilise quand même l'imagerie, qu'elle soit alors IRM principalement, mais pourquoi pas aussi TEP, pour dire au robot, il faut aller cibler telle et telle et telle zone. Et automatiquement, lui, il va calculer les trajectoires pour aller cibler ces zones. Alors avec cette technologie dont tu nous parles, on s'affranchit de toute chose invasive, finalement. Alors, on reste à travers le crâne, donc on n'a aucune chirurgie et c'est effectivement sans anesthésie aussi, ce qui veut dire que la procédure globale va rester relativement légère et peut être envisagée en ambulatoire, ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire le patient arrive, il subit à peu près 1 heure d'intervention, sachant que là-dessus, les ultrasons ne durent que 5 minutes, donc c'est vraiment qu'il y a de la préparation avant, etc. Et qu'une fois sorti de cette intervention, il peut avoir l'injection de sa chimiothérapie, pour l'exemple du cancer, qui aurait été administré pour traiter ces masses, par exemple, périphériques. Sauf que cette fois-ci, on espère que la distribution de la molécule thérapeutique au cerveau sera beaucoup plus efficace.
Alors, on va revenir un petit peu sur votre complémentarité. Toi, Nicolas, tu vas t'intéresser à la pharmacologie de certains médicaments qui sont destinés au traitement de certaines pathologies. En quoi la TEP dont on a parlé tout à l'heure, elle devient utile dans le cadre du robot de Benoît? Mais il y a un peu en amont et en aval, j'ai envie de dire. En amont, parce qu'on peut apporter une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on peut marquer un médicament et voir si la technologie développée par Benoît et Anthony permet d'améliorer le passage de ce médicament. C'est visible directement sur l'image. Et ça, on l'a beaucoup fait. Et c'est très convaincant finalement de voir ce qui se passe au niveau du cerveau et surtout de pouvoir aller chez l'homme, c'est-à-dire de vraiment s'assurer que cette machine, elle fonctionne parfaitement, ce système fonctionne parfaitement chez l'homme. Après, c'est que moi, je suis vraiment curieux du rôle de la barrière hémato-encéphalique. J'avais cette vision avant de rencontrer Benoît, un peu naturaliste, que cette barrière doit être là, il faut surtout pas y toucher, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup évolué à son contact et je me dis que finalement, si elle est régulée, c'est parce que peut-être qu'on a des fenêtres qui sont utiles même à la biologie et autant en profiter. Et ça nous donne un outil, nous, en recherche, qui nous permet de voir ce qui se passe quand la barrière est ouverte. Finalement, quand on met en contact la périphérie et le cerveau, on peut notamment, donc pour l'oncologie, profiter de l'immunité périphérique pour l'emmener un petit peu vers le cerveau, faire communiquer et utiliser des immunothérapies, par exemple, directement dans le cerveau par cette approche. Et même, il y a des résultats quand même intéressants dans des pathologies où juste l'ouverture de la BHE permet d'améliorer certaines pathologies. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a quand même quelques essais qui sont quand même hyper intéressants. On sait que les mécanismes de réparation naturelle de cette barrière, une fois qu'elle a été un petit peu stressée, vont peut-être avoir aussi un effet qui va déclencher des réponses naturelles de nettoyage finalement qui peuvent être bénéfiques dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Ça a été démontré par plusieurs groupes de recherche, mais aussi, pourquoi pas, en cancérologie où il y a des effets voilà, de réparation qui peuvent être aussi bénéfiques à la lutte contre les cellules tumorales qui traîneraient par là finalement, par la même occasion. Il y a aussi des choses qui nous ont surpris avec Nicolas, c'est des résultats qui n'étaient pas prévus. Et nous, on était dans une approche à l'inverse qui était très physicienne, de dire les molécules ont des tailles trop importantes. Nicolas a dit que ce n'était pas que les tailles qui étaient importantes, c'est évidemment la physico-chimie, il y a l'aspect lipophile dont on parlait tout à l'heure, les charges des molécules, etc. Mais la taille, effectivement, est quand même un paramètre. Et donc, on se faisait l'idée que finalement, si on ouvrait ces fameuses jonctions qu'il y a entre les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, on appelle les jonctions serrées, hein, qui portent bien leur nom, ce qui est le cas dans le cadre de la technologie par ultrason, hein, on ouvre ces jonctions serrées, eh bien, ça suffisait à faire passer toutes les molécules qui seraient de taille raisonnable, donc on dit jusqu'à 50-60 nanomètres de taille, on pouvait les faire passer. Et en fait, on s'est aperçu que pour des tailles bien plus petites d'ailleurs que celles dont on parle là, eh ben, on avait beau faire la technologie d'ultrason du mieux qu'on pouvait, on n'avait pas d'effet de délivrance. Si on prend l'analogie, finalement, tu as ouvert, votre technologie permet d'espacer les joints entre les pierres et donc finalement d'arriver à faire passer des molécules. Il y a des systèmes biologiques aussi de protection. Je sais pas, on peut dire c'est bonhomme. Ah bah le garde, il sert à ça. Le garde, il est là. C'est-à-dire que le garde, c'est quand le mur tient plus, lui, il est voilà. Et il y a des transporteurs qu'on appelle transporteurs d'efflux qui reconnaissent certains médicaments et les rebalancent dans la circulation. Et ce qu'on a montré, c'est que même quand la barrière était ouverte, le garde était toujours actif. Donc nous, on travaillait sur une technologie qui permettait d'endormir un peu le garde. Voilà, et en fait, en combinant nos approches. Nous, on ouvre la porte, là. Ah oui. Donc, si on enlève le garde et qu'on ouvre la porte, normalement, ça se passe mieux. Voilà. Donc, il faut juste pas le faire trop longtemps Oui. pour que le cerveau continue d'être protégé. Oui, et ça, du coup, ça fait partie des limites. Exactement, le contrôle de la technologie, et c'est ce qui est intéressant avec la technologie terrasonique, c'est qu'il y a un contrôle qui est temporel, et ça on travaille aussi beaucoup dessus, d'essayer de voir combien de temps c'est ouvert et à quelle intensité, même si on peut pas contrôler la refermeture. Mais il y a aussi quelque chose que je pense plus intéressant que le transporteur des flux, c'est le pouvoir contrôler la région
dans lequel la barrière hémato-encéphalique est ouverte. Et ça en oncologie, parce que faire passer des médicaments anticancéreux dans l'ensemble du cerveau, il y a potentiellement un risque, hein. Donc c'est important d'aller taper sur la tumeur, rien que la tumeur. Donc là, vous nous avez parlé un petit peu des découvertes, des surprises aussi et des limites. On peut s'attendre à quoi dans les prochaines années par rapport à tout ça? Ah bah, sur nos 2 tableaux, on va continuer à faire le maximum, hein, je pense. Donc, nous, en tout cas, pour ce qui est de nos travaux, évidemment, on va mettre tous les efforts sur la translation clinique de ces technologies qui ont démarré, évidemment, sur du fondamental, hein, sur de la recherche plus amont. Donc ça veut dire, trouver, effectivement toutes les ressources nécessaires, et faire en sorte qu'avec les partenaires cliniciens, on puisse monter, des démonstrations que réellement, pour différentes classes de molécules thérapeutiques, on a une augmentation de la délivrance et que cette augmentation de délivrance, non seulement l'augmentation de la délivrance est réelle, mais qu'elle se traduit en bénéfice patient. Donc ça veut dire une réduction de la masse tumorale, ça veut dire un gain en survie, ça veut dire des marqueurs comme ceux-là qui sont quantifiables. Et ça prend malheureusement beaucoup de temps et beaucoup de moyens aussi financiers. Et donc on essaie d'accélérer ce processus-là au maximum. La technologie est en train de vraiment prendre son essor pour ce qui est de la technologie ultrasonore, hein. Elle a montré quand même sur d'autres implémentations de cette même technologie d'action sur le cerveau qu'il y avait un bon profil de sécurité, hein. Donc ça rassure beaucoup de monde et qu'on avait possibilité de le faire de façon répétée sur des mêmes patients, y compris des patients du coup atteints de maladies quand même relativement graves, avec une efficacité qui était excellente pour la délivrance de plusieurs types de molécules thérapeutiques. Donc nous, on a notre carte à jouer avec une technologie qui apporte des avantages, notamment la robotique qu'on a citée, et qui permettra d'adresser des populations de patients qui aujourd'hui ne peuvent pas en bénéficier non plus. Du coup, vous allez continuer à collaborer ensemble? Il n'en est pas question. Évidemment. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs voies à explorer, hein, et voilà, cette voie des ultrasons. Elle a un côté immédiat que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que finalement, des cibles que jusque-là, on s'interdisait d'utiliser, d'envisager dans le cerveau, on peut. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle les preuves de concept, c'est-à-dire amener une molécule vers une cible pour lequel on n'a pas de médicament capable de passer naturellement la barrière hémato-encéphalique. Je fais des phrases très longues. Néanmoins, il y a aussi d'autres approches, hein, de vectorisation qui sont passionnantes, hein. C'est toute une science qui s'appelle la galénique. Il y a l'approche qu'on appelle l'approche du cheval de Troie, qui consiste à emprunter des transporteurs. Alors, c'est pas celui du sucre, hein, il y a d'autres protéines, et qui passent la barrière hémato-encéphalique pour jouer un rôle dans le cerveau. Donc, il y a des transporteurs dédiés. Donc, on peut fixer le médicament au substrat naturel de transporteur, et une fois qu'il est dans le cerveau, ça se libère et il exerce son effet. Ça coûte très cher, ça demande énormément de développement, c'est une recherche importante. Voilà, mais je pense que c'est la combinaison de ces approches-là qui nous permettra de traiter des milliers et des milliers de patients à l'avenir. Ce que je trouve assez incroyable, c'est que j'ai quand même l'impression de lire un certain enthousiasme, en tout cas à collaborer ou à travailler sur tous ces sujets. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Il y a un côté, le mystère du cerveau qui reste quand même extrêmement méconnu. Donc on a besoin, au niveau de l'imagerie et de la compréhension, on l'a dit tout à l'heure, de continuer à travailler. Et ça, voilà, il y a beaucoup de collègues à nous qui sont aussi sur ces sujets-là. Mais finalement, la thérapie reste, je trouve, un facteur de motivation, en tout cas pour moi, énorme. C'est que oui, aujourd'hui, on a des outils où on commence à se dire que ça va révolutionner, ça va résoudre du moins une grande partie du problème sur le papier. Maintenant, il faut faut les concrétiser, évidemment, et c'est ça qui, moi, me motive tous les jours, quoi. C'est ça, je partage on sent qu'on peut intervenir sur les choses. C'est-à-dire qu'on peut changer des perspectives pour certaines maladies avec ces approches-là. Et là, sur notre collaboration, on a des profils qui sont culturellement quand même très distincts, et on se retrouve sur un objectif qu'on a envisagé avec des angles totalement différents au départ.
c'est ce qui a été, à mon avis, intéressant. Et du coup, on se rend compte que le cerveau, à la fois on le connaît, mais pas tant. Est-ce que vous travaillez aussi avec des nouvelles générations de chercheurs ou de chercheuses pour continuer à avancer là-dessus? Alors évidemment, alors on est au CEA, hein, donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect technologique, fait qu'il y a de nouveaux outils qui arrivent et qui nous donnent à chaque fois de nouvelles informations. Alors pour ce qui est de mon cas, c'est donc ça peut être des nouveaux scanners, même on parlait d'IRM, de TEP, on a une TEP IRM, donc un outil qui fait les 2 en même temps. Donc on a les images moches TEP très physiologiques et très biologiques et les jolies images IRM mais plus anatomiques, voilà, mais on peut faire plein de choses avec. Et surtout, là, on peut travailler sur la temporalité, c'est-à-dire que pendant l'acquisition, on peut faire un événement. Alors, moi, je suis pharmacologue, donc j'ai plutôt donné un médicament pendant l'examen et voir comment ce médicament va moduler l'activité du cerveau au niveau biochimique et au niveau de sa fonction. On a énormément d'étudiants de différents profils, donc soit des profils plutôt ingénieurs, mais on a beaucoup de profils pharma, médecine, biologie, chimie, qui font des tests dans le laboratoire. Et tu nous as ramené un petit nounours. Oui, alors Est-ce que tu peux nous en parler? c'est un choix, c'est un petit nounours pharmacien. Donc il a une blouse de pharmacien, parce que c'est vrai que ces dernières années, avec la réforme des études de santé, la pharmacie a été un peu en retrait et on a du mal à remplir les amphis parce que les jeunes ne voient pas le rôle du pharmacien. Ils voient le pharmacien d'officine, donc la boutique en ville. Et tant qu'on n'est pas malade, on n'a pas parlé à son pharmacien, on voit pas ce qu'il nous apporte. Mais aussi, le pharmacien, c'est vraiment l'ingénieur du médicament. Donc, on apprend pendant ces études-là à créer de nouveaux médicaments, à les développer, à les valider, à les passer chez l'homme, et même après, pourquoi pas, à les vendre et à les distribuer, à les produire, à contrôler tout ça, et à les améliorer. Et je pense que c'est des disciplines passionnantes, très multidisciplinaires. En plus, il y a une certaine appétence pour la technologie quand même, souvent dans la pharmacie. C'est pour ça que moi je suis arrivé à l'imagerie et que je comprends Benoît et que, enfin, à peu près. J'essaye de faire l'inverse, mais c'est plus dur. Certainement. Donc voilà, alors donc c'est un pharmacien et j'ai mis le badge du labo dans lequel j'ai la chance de travailler. C'est un pharmacien-chercheur. Donc il nous faut plus d'étudiants dans les amphis, en pharmacologie? Je pense que si on veut soigner des maladies par le médicament, c'est bien de faire pharma. Ouais. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je crois qu'on avait apporté des petits exemples de capteurs. Alors, je vais laisser Nicolas peut-être après parler du sien, et puis moi, je vais vous parler un peu de celui-là. Donc, effectivement, c'était plus pour illustrer le propos de notre technologie à base d'ultrasons, hein. Donc, ici, on a finalement le patient qui va avoir un crâne intact, et puis on a ici des matériaux piézoélectriques qui envoient des ultrasons, mais qui peuvent aussi les recevoir, hein. Ça va dans les 2 sens. Et donc, ça transfère de l'électricité en ondes mécaniques et vice-versa. Et donc, avec ce genre de petits dispositifs, souvent mis sous forme de casque tout autour de la tête pour pouvoir en avoir suffisamment pour concentrer l'énergie, on va pouvoir avoir un faisceau globalement qui vient focaliser les ultrasons. Et puis, on va servir du même genre de détecteur, mais cette fois en réception, pour écouter finalement ce que nous renvoie le cerveau et pouvoir faire de la notamment dosimétrie et être en capacité de précisément ajuster l'intensité de ce qu'on envoie dans le cerveau pour rester dans des gammes qui sont efficaces et bien sûr sécurisées. Donc voilà comment ça se présente. Et donc là, tout ça est monté sur, comme on l'a dit, un système robotisé. Et toi, tu nous as ramené une relique. Un peu nostalgique. Donc ça s'appelle un photomultiplicateur. C'est donc moi je fais de l'imagerie TEP et en fait l'imagerie TEP finalement c'est une couronne de détecteurs comme celui-ci qui détecte les photons issus de la désintégration radioactive de nos molécules, hein. Et en fait ça permet de reconstruire une image en 3 dimensions. Et récemment on avait une machine extraordinaire qui s'appelait HRRT qu'on a démonté un petit peu la mort dans l'âme il y a pas si longtemps que ça, qu'on est tous on a tous gardé notre petit voilà, je préfère pas en parler. Voilà. Et on sent les émotions. Voilà. Mais non, tout ça pour dire que je fais de la chimie et de la biologie, mais on a toujours besoin de physique pour travailler.
Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre discussion. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça super fascinant de vous écouter et de voir aussi votre complémentarité dans vos travaux. Si vous avez aimé cette conférence, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube du CEA et à surtout bien activer les notifications pour ne rien rater. Nicolas, Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ah oui, le transporteur des flux. Pour ne rien rater. Pardon, ça m'a fait rire, c'était pas du tout naturel. Quelle différence du coup entre IRM et TEP? Alors on dit la TEP. Pardon. Il y a une petite ressemblance. Bah oui, force, ouais. J'ai le masque sur le nez, donc ça m'écrase un peu le nez, mais à part ça. Ah, parce que c'est toi. Ouais, c'est bon.